Cette conférence qu'on a demandé à Bernard Bégaud de faire, c'est dans le cadre d'une unité pharmacovigilance du master. Et comme on trouvait que le sujet était très intéressant, on a demandé à Bernard s'il acceptait que ça soit ouvert à la communauté universitaire et hospitalière, en particulier recherche clinique de Bordeaux. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'inscriptions parce que c'est un sujet important en termes de recherche sur une nouvelle molécule qui aboutit à un drame sanitaire pour les participants à l'essai clinique. Bernard Bégaud a présidé le groupe de travail mis en place par le directeur général de l'agence pour essayer de comprendre. Ça a donné lieu à beaucoup de polémiques dans les médias, alors qu'il est quand même normal d'essayer de comprendre. Ce groupe de travail, Bernard va nous raconter ce qui s'est passé, mais il a travaillé en un temps record sur une masse de données absolument record pour essayer de comprendre au plan scientifique et pharmacologique ce qui avait dû se passer. Et le directeur général de l'agence a recréé un nouveau CSST, un nouveau comité scientifique temporaire sur cette molécule pour, visant, tu me corriges si je me trompe, à reprendre toutes les données cliniques et d'imagerie de l'ensemble des volontaires qui avaient participé à l'essai, alors que le premier groupe de travail a regardé essentiellement ceux qui ont été hospitalisés. Donc Bernard, à toi. Merci beaucoup François, merci pour cette initiative, merci beaucoup aux collègues et amis qui sont là, de toutes disciplines. C'est assez symbolique parce que dans le master maintenant est commun, enfin on s'est beaucoup rapproché de l'ISPED et effectivement c'est quelque chose qui nous interface, y compris le CSST2, puisqu'il est présidé par Madame Pousser, que notre chef Christophe Souriau connaît bien sur le plan hospitalier, puisqu'il était chef de clinique chez elle, si je me souviens. Elle a gardé un très bon souvenir de l'instant. Donc ces leçons, en fait, elles sont nombreuses et je pense qu'il faut effectivement parler de tous les aspects parce que la presse en parle d'un certain nombre. Donc voilà le plan que j'essaierai de suivre. N'ayez pas peur, hein, j'irai assez vite. Alors, sur le premier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un drame, puisque le soir du 10 janvier 2016, l'un des 8 volontaires de la cohorte MAD numéro 5, alors MAD numéro 5, c'est dans un essai assez compliqué, c'est la partie qui va augmenter les doses, donc on va le voir 8 cohortes, qui commencent par une dose faible, puis en double, puis en double, puis en double, et au numéro 5, il va recevoir 50 mg pendant 10 jours. Et le soir du 5e jour, l'un des 8 volontaires est hospitalisé au CHU de Rennes dans un état clinique qui au départ avait été dit assez bénin. En fait, on s'aperçoit qu'il avait des symptomatologies assez marquées qui se sont aggravées. Et donc le diagnostic probabiliste porté à l'admission par les neurologues du CHU est un accident vasculaire cérébral, ce qui est un assez bon diagnostic probabiliste. Cette personne avait 49 ans et une IRM est programmée le lendemain matin. J'appuie sur le Mac, donc le lendemain matin, alors ça c'est un point qui est très important, qui aura vraiment de grosses répercussions sur le plan de l'instruction juridique, c'est que la 6e dose, nous sommes au 6e jour de cette cohorte 5, de la molécule à l'essai est administrée par Biotrial, donc l'investigateur, aux 5 autres volontaires de la cohorte, sans attendre le résultat de l'IRM, ni l'évolution de la symptomologie du volontaire hospitalisé. Donc, l'état clinique de ce dernier, bon, on peut citer son nom puisque c'est malheureusement dans tous les journaux, j'en parlerai tout à l'heure, c'est M. Moulinier, s'aggrave rapidement et il entre en état de mort cérébrale, dont il ne sortira pas, effectivement, et son décès sera déclaré 3 jours plus tard. Et les 5 autres volontaires verront, parce que dans chaque cohorte, vous le verrez, il y a 8 volontaires, 6 qui reçoivent le produit à l'essai et 2 placebos. Donc les 5 autres volontaires verront qui reçoivent le produit à l'essai seront hospitalisés dans les jours qui suivent
Et contrairement au premier, ils vont être traités par les neurologues par de très fortes doses de prednisolone, de corticoïdes. L'un est resté totalement asymptomatique, les autres avaient des symptômes, et deux ont gardé des séquelles. Évidemment, on ne note aucun symptôme chez les deux volontaires de placebo de cette cohorte. Et Bian, évidemment, ne administre plus la molécule le 7e jour, ce qui aurait été évidemment un comble. Alors, cet accident dramatique, hein, je réinsiste sur le drame évidemment parce qu'il y a un mort, 5 hospitalisés, 2 avec séquelles, des angoisses vraiment très fortes de la part des volontaires, y compris ceux qui n'ont pas été hospitalisés ou qui n'ont pas eu de séquelles, parce que quand ils lisent partout que ce produit, même à très faible dose, peut être extrêmement dangereux, etc., ça a un effet anxiogène vraiment considérable. A eu un retentissement très fort, évidemment, en France, dans la presse grand public, auprès des scientifiques, les neuroscientifiques, mais également les personnes qui travaillent dans les essais de phase 1 et première administration à l'homme, dans les journaux médicaux, on va le voir, dans la radio, télévision, Internet, dans les agences du médicament, bien sûr la NSM, l'Agence européenne du médicament, la Food and Drug Administration qui a commandité un groupe pour essayer de comprendre, et dans les sociétés savantes diverses, en particulier neurologie et autres. Alors pourquoi cet intérêt scientifique? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une molécule qui appartient à une famille qui est extrêmement courtisée par les neuroscientifiques et par l'industrie pharmaceutique, qui donne beaucoup d'espoir, et donc la question est de savoir si c'est une impasse ou si ce médicament était vraiment une anomalie et que ça n'impacte pas les espoirs portés sur d'autres molécules, espoirs qui jusqu'à présent ont été déçus du reste. Alors en France, presque aussitôt, il y a eu 3 niveaux d'expertise et d'investigation qui ont été déclenchés. Alors tout d'abord, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre en jeu la décision, les bonnes pratiques, donc le ministère des Affaires sociales a dépêché l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales, avec 2 inspecteurs qui ont regardé l'ensemble des dossiers. Alors eux, leur mission, c'était bien de savoir s'il y a eu des fautes commises dans le processus d'autorisation de l'essai, par l'Agence du médicament, par le CPP, enfin le Comité de protection des personnes, par les investigateurs, par le promoteur. Donc là, c'est plutôt vraiment de l'inspection. Il y a une instruction judiciaire, le rapport de l'IGAS est public, il a été rendu. Il y a une instruction judiciaire qui est en cours, et là, avec tout le procédé classique de l'audition par la police, tous les acteurs, des volontaires. Bon, je serai probablement entendu bientôt, avec évidemment, ça donnera lieu à un procès, puisque les victimes ont été approchées par des avocats, ou auraient été voir des avocats, et qu'effectivement, il y aura une procédure en cours. Et puis l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc la NSM, son directeur a mis en place le 25 janvier, donc 10 jours, 12 jours après la fin du drame, un comité scientifique spécialisé temporaire. Alors en fait c'est un nom compliqué, mais ça ressemble un peu aux expertises collectives INSERM, c'est-à-dire un nombre d'experts qui vont travailler ensemble, multidisciplinaires, et qui vont rendre des conclusions qui sont approuvées par l'ensemble du groupe. Et les missions sont, comme l'a dit Françoise Aramburu, d'abord de formuler des hypothèses sur le mécanisme biologique le plus probable de l'accident, c'est-à-dire comment ça a pu se produire, et les facteurs qui ont pu le favoriser. Et deuxièmement, de faire des recommandations susceptibles d'accroître la sécurité dans les essais de première administration à l'homme, qu'on appelle First in Human, c'est-à-dire FIH, et de phase 1, ce qui était vraiment les missions du groupe. Alors ce groupe était composé de 12 personnes, vous avez ici la liste. Donc vous voyez ici il y a pharmacologues, neurologues, toxicologues, spécialistes des neurosciences comme Laurent Venance, etc. Voilà, un spécialiste de la chimie structurale qui est donc le président de l'Académie de pharmacie, et puis un toxicologue étranger belge, Walter Janssens, qui en fait représentait l'agence belge des produits de santé et l'agence européenne.
Alors voilà, donc en fait le groupe a travaillé sur l'ensemble des données qui lui ont été fournies. Donc nous on n'avait pas mission d'aller faire de l'inspection de la saisie sur place. Donc si les données ne sont pas bonnes, notre bonne foi n'est pas engagée. Mais enfin on n'envisage pas cette hypothèse loin de là. Donc le protocole des essais, l'ensemble des données des études précliniques, c'est-à-dire des milliers de pages qui correspondent au rapport fait pour BIAL par différents centres européens qui ont travaillé sur des études de toxicologie animale, de pharmacologie animale, etc. Tous les cahiers cliniques des volontaires ont été notés par Biotrial, tous les symptômes évidemment. Les examens cliniques du CHU de Rennes sur les volontaires hospitalisés avec les IRM. Et puis le groupe a demandé des informations complémentaires à BIAL qui lui ont été remises lors d'une audition. Voilà. Et donc le principe, ça a été que chaque expert a analysé une partie des données selon ses compétences. C'est-à-dire que les toxicologues ont regardé la toxicologie, les pharmacocinéticiens la pharmacocinétique, les neurologues plutôt les aspects de tolérance clinique, etc., etc. Et puis il y a eu une présentation des synthèses lors de 2 réunions ouvertes, donc les 15 février et 24 mars, à la NSM, en présence de 5 représentants de la NSM, dont son directeur général, en présence aussi des 2 inspecteurs de l'IGAS qui avaient estimé que c'était du temps perdu que de réanalyser les données de ce type-là de leur côté et qui se sont servis des données du CSST. Il y avait un représentant de l'Agence européenne du médicament et 2 représentants de l'Agence portugaise du médicament pour une raison très simple, c'est que le produit est d'origine portugaise, qui s'appelle rapport BIAL, et donc voilà, un laboratoire strictement portugais. Et donc nous avons auditionné ce laboratoire le 18 mars pour lui poser des questions et obtenir des informations complémentaires. Alors, le principe a été que le président, c'est-à-dire moi-même, a rédigé une proposition de rapport et qu'après, on a travaillé entre nous, hein, donc évidemment il n'y avait pas d'observateur extérieur, ni évidemment encore moins de l'agence, entre les différents membres du CSST, avec énormément d'échanges pour modifier ceci. Et on a remis le rapport au directeur général le 18 avril. Bon. Alors c'est un travail qui est assez considérable en heures et qui est, contrairement à ce qu'on a pu dire, bénévole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'honoraires ou de cadeaux, ou j'en sais rien, de choses données en échange. Donc c'est au détriment du travail temps plein qu'on a par ailleurs. Et vous verrez qu'on a été mal payé en retour, puisqu'on s'est fait, on va le voir tout de suite, il reste fustigé. Alors, ce travail a été mis en ligne, évidemment, le rapport final, mais on avait dû, auparavant, mettre en ligne la version intermédiaire, donc non finalisée et non complète du rapport, suite à ce qu'on peut appeler une rupture de confidentialité de la première réunion, alors, qui a été publiée dans le Figaro, c'est-à-dire qu'on a vu dans le Figaro un compte-rendu pas trop mal du reste de la première réunion, ce qui était un peu gênant, alors ça vient soit du groupe, soit de l'agence, mais les journalistes sont quand même très forts, et ça nous a amené à mettre en ligne le rapport intermédiaire, donc du coup j'en ai rédigé un très vite, on l'a traduit en langue anglaise, de manière à tout mettre sur le site, parce que la règle, c'est évidemment, dès que vous cachez quelque chose, vous le faites pilonner, et qu'il vaut mieux, si les gens veulent des infos, leur donner des infos. Vous ne gagnez rien à ne pas montrer. Malgré cela, et bien que l'on m'ait demandé de ne pas en parler, pas trop en tout cas, il y a eu un tir de barrage médiatique nourri tout au cours de l'année, alors qui n'a pas visé que le CSST, qui a visé l'IGAS, qui a visé sur l'agence, ça a été le bombardement permanent, pour des raisons que bon, on peut comprendre, avec 2 arguments utilisés. D'abord, le CSST a été trop gentil, c'est-à-dire qu'il a protégé la LSM du fait que, et on explique ceci dans la presse, dans 2 médias, par le fait que les experts sont en lien d'intérêt avec elle, puisqu'on a eu droit à un article, l'agence blanchie par ses propres experts, et les experts de complaisance de l'agence du médicament. Alors, c'est évidemment intéressant, mais c'est totalement sans objet, puisque le groupe n'a jamais prétendu être indépendant de la NSM. C'est un groupe nommé par la NSM pour rendre des résultats à la NSM. Et si la NSM était présente lors des 2 réunions de synthèse intermédiaire, c'était une présentation des pré-résultats
puis les résultats à la NSM. Donc voilà. Et ensuite, et ça, il faudra que tous les gens qui sont là, et beaucoup sont ou seront experts, réalisent qu'on est en train de créer la chimère de l'expert hyper compétent, mais qui serait dénué de tout lien avec les structures privées, ce qu'on nous a demandé, mais aussi avec le public. Alors, un expert compétent qui n'a aucun lien avec le privé ou avec le public est une bête extrêmement rare. Et pourtant, c'est ça qui a été dit, puisque sur le premier article, on disait Monsieur Bégaud est en gros payé par l'agence, c'était écrit comme ça, parce que j'appartiens à une structure, la plateforme, dirigée par Antoine Pariante, qui a un contrat avec la NSM. Ça veut dire que notre université a un contrat avec la NSM. Voilà. Alors, ça c'est le premier argument, donc la non-indépendance. Et ensuite, le fait que nous avons systématiquement minimisé la toxicité de la molécule, tant chez l'animal que chez les volontaires. Alors ça c'est amusant aussi parce que ça montre, on le voit dans le journalisme actuel pour malheureusement d'autres aspects de la politique et des informations, c'est que les gens ne lisent pas. C'est une information qui est peu documentée, les gens ne connaissent pas les personnes qu'ils ont en face et le CSST, son rapport, peu de gens l'ont lu, hélas, l'ont étudié, parce que s'il l'avait lu, il verrait qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans, on va le voir. Et cette espèce de côté voilà, qu'on a minimisé est démontré par des interprétations assez farfelues et tendancieuses des données de toxicologie animale ou des symptômes présentés par les volontaires. Alors ça c'est intéressant parce que s'il y a une des choses auxquelles il faut croire, et c'est là-dessus où l'INSERM est très bon, c'est dans l'expertise collective, quand vous rassemblez mettons une dizaine de personnes, 12 personnes, d'horizons différents, a priori indépendants, et que vous les faites travailler sur des données jusqu'à arriver à un consensus, c'est ce que nous avons en matière d'incertitude de plus solide. C'est-à-dire que je ne vois pas quelque chose d'aussi solide que ça pour dire bon, on pense que... Et là, il y a des gens qui vous disent « Ah mais non, 40 mg chez le chien, déjà on voyait qu'il remuait la queue, ce qui est la preuve que son cervelet était atteint, etc. » C'est bien, mais... Donc, voilà. Et donc là, il y a une volonté de manipulation de l'opinion. Bon, du coup, on comprend bien, parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu que vous voyez très bien, à la fois du côté des avocats et du côté du laboratoire. Mais je pense qu'on s'assoit quand même complètement sur les éventuels effets délétères pour les volontaires. On a vu dans la presse leur prénom, leur âge, leur poids, des facteurs de risque, et ça je trouve ça extrêmement choquant au point de vue éthique et de la protection de la personne. Dieu sait si on nous en rebat les oreilles, mais là on a vraiment un étalage qui sert à des dessins que l'on ne préfère pas trop imaginer. Alors il y a, j'ai bientôt fini, hein, François, ne t'inquiète pas trop, mais par exemple dans les techniques utilisées, c'est la même chose que pour les noms de domaine, quand vous tapez Monsieur X, si vous voulez décrédibiliser Monsieur X, il faut que des noms horribles sortent en même temps que lui. Et donc là, par exemple, un des membres, par exemple le président du CSST, si on veut son nom, on retrouvait à une époque Servier, Médiator, Jérôme Cahuzac. Donc vous voyez, alors évidemment les gens qui ne lisent pas, vous voient, mais ils disent aussitôt, mais quel pourri. Alors il faut regarder les forums après, mais comme s'ils ne sont pas assez payés, ces profs de médecine, mais c'est scandaleux, tous pareils, alors surtout que en général le journaliste lui-même peut interagir là-dessus. Et alors par exemple, pour expliquer pourquoi Jérôme Cahuzac, qui est quelqu'un par ailleurs pour lequel j'ai beaucoup de respect, il y a un des membres du CSST qui est un pharmacocinéticien d'Angers, qui est Bertrand Diquet, qui avait mis dans cette DPI, déclaration publique d'intérêt, qu'en 2011-2012, son laboratoire avait eu un contrat avec le laboratoire Inotera, c'est-à-dire qu'il avait fait pour moi la pharmacocinétique d'un produit Inotera. Bon. Et donc le journaliste note ça, mais on remarquera que c'est le même laboratoire qui en 1991 avait travaillé avec Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac en gras. Alors moi, comme je suis le président, chaque Jérôme sortait. Et puis il y a aussi des citations tronquées, par exemple, le 27 octobre, on dit que le CSST lave plus blanc que blanc. À la limite, pourquoi pas. Mais à la preuve, c'est qu'il a dit que un des faits marquants de ce dossier est l'absence de toxicité neurologique chez les autres volontaires, autres que ceux de la cohorte numéro 5. Or, en fait, ce qu'on disait,
c'était une absence de toxicité neurologique de ce type. Ce qui change tout, parce qu'il fallait tout la même chose, puisque même plus bas, on citait les symptômes qu'avaient eu les autres volontaires. Vous voyez, migraine, paresthésie, vertige, etc. Donc cette espèce de chose est très désagréable, et c'est ma dernière diapo. Je pense que nous sommes dans une université des militants de la santé publique, et qu'il est très important de ne pas laisser la désinformation prendre le pas sur l'expertise publique. Et il faut, en dehors des querelles de personnes et du mal que ça peut nous faire, je pense qu'il est extrêmement important dans ce pays de défendre l'expertise publique qui reste un peu le phare de ce qui évite l'obscurantisme et le totalitarisme. Parce que sinon, tout le monde peut prétendre tout. Et s'il n'y a plus de, on ne croit plus dans la possibilité d'une expertise indépendante, alors là c'est gravissime. On l'a vu pour les vaccins où on vous dit que vacciner un nourrisson avec un vaccin contenant de l'aluminium va probablement faire un dément à 65 ans. Voilà, si personne ne raconte que c'est probablement absolument stupide, les gens le croient. Et il suffit de regarder les forums. Donc là il y a vraiment, je veux dire, parce que sur les leçons tirées de l'accident, c'en est une. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, qui ont peur, parce que finalement la presse aujourd'hui a pris, les médias en général ont pris une espèce de notoriété où ce sont des faiseurs et des défaiseurs de rois, mais nous, scientifiques, nous devons nous battre, quel que soit le prix, pour la vérité scientifique et pour donner justement ce qui nous semble être la vérité. Voilà, alors un rappel très rapide sur les essais chez l'homme, alors là, qui demande théoriquement dans une molécule, un promoteur, un investigateur, un protocole, avec un dossier, une recherche investigateur, une autorisation, enfin un avis du comité de protection des personnes, une autorisation administrative. On a donc ceci, donc la molécule c'est le BIA 10-24-74, le promoteur c'était le laboratoire portugais Bial, l'investigateur c'est le centre biotrial de Rennes, qui est un centre d'études cliniques très réputé du reste. Le protocole a été étudié par voilà, le protocole, on va le voir. Le centre de protection des personnes, le comité de protection des personnes, c'est celui de Brest et non pas de Rennes, pour des raisons qui seront sans doute discutées dans la phase ultérieure. Et l'autorisation administrative, bien sûr, a été donnée par la MSN, qui a la police et qui a, en gros, c'est elle qui a l'autorité pour le faire. Et il y a entre 900 et 1000 autorisations par an, ce qui veut dire que quand vous voyez que le CSST travaille un grand nombre de semaines ou de mois sur des dossiers, ça suppose quand même effectivement qu'il y ait les moyens, je ne dis pas qu'ils ne les ont pas, mais c'est vraiment un gros défi de ne pas passer à côté de petites choses dans un dossier, surtout quand il y a des maquillages. Voilà. Alors ce BIA, qu'est-ce que c'est? C'est un inhibiteur d'une enzyme. Cette enzyme, c'est une hydrolase acérine, enfin, qui est en gros, qu'on appelle la FA, pour voilà, ce nom anglais, et cette enzyme dégrade le principal médiateur du système endocannabinoïde. Et ce médiateur, c'est l'anandamide. Alors, ce système endocannabinoïde, on va le voir, c'est le système sur lequel agissent les composés du cannabis, et en particulier le THC. Alors, donc, c'est donc un agoniste indirect, je dis ça pour les pharmacologues, du système endocannabinoïde. Et c'est une classe, je le disais tout à l'heure, qui a pharmacologique, qui a suscité beaucoup d'espoir dans la recherche en industrie pharmaceutique, puisque toutes les indications dans lesquelles on a mis des développements, sur lesquels on essaie de travailler, c'est la douleur, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les nausées, vomissements, la maladie de Parkinson, la chorée, diverses indications cardiovasculaires, etc. Mais aussi beaucoup de déceptions, puisqu'à ma connaissance, aucun produit de ce type n'est arrivé aujourd'hui sur le marché, et même en fin de phase 3. Alors le BIA, lui, alors là, ça c'est pas très clair, mais d'après la brochure investigateur, il était développé, alors là c'est la langue de bois, mais enfin en vue du traitement d'affections pour lesquelles il y aurait avantage à majorer les concentrations de cannabinoïdes endogènes. Bon. Ok, mais on comprend, du reste BIA nous l'a confirmé lors de la réunion, quand on les a auditionnés, que l'indication privilégiée est le traitement des douleurs neuropathiques. C'est un créneau qui n'est pas négligeable, surtout que c'est du long terme. Alors le système endocannabinoïde, je ne vais pas être trop long, hein, c'est un système qui est beaucoup plus large et complexe que les cibles des dérivés du cannabis, dont le tétrahédrocannabinol.
Il est présent chez pratiquement toutes les espèces sauf les insectes. Et c'est une découverte récente puisque le premier récepteur a été cloné en 1990. Alors là, bon, ça c'est de vous ennuyer profondément. Enfin, il y a deux types de récepteurs, les CB1 et les CB2. Alors les CB2, a priori, ne nous intéressent pas beaucoup parce que c'est de l'immunomodulation, elles sont présentes sur les cellules, de diverses cellules du système immunitaire. Et les CB1 sont très très présents, enfin, à la fois au niveau du système nerveux central, sur tout un tas de types de cellules, mais également en périphérie, au niveau des poumons, intestin, utérus, testicules, ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'on va voir qu'il y a des effets poumons et testicules lors de la toxicologie. Et donc l'anandamide est le médiateur principal, mais en fait le vrai c'est le 2-HG, puisque lui il agit sur les deux types de récepteurs. Voilà. Alors l'effet de la stimulation soit par un produit qui agirait sur les récepteurs, soit sur un produit qui augmente les concentrations, comme le fait le BIA, à faible dose, comme pour la marijuana en fait, on a des effets stimulateurs et dépresseurs et une anxiolyse, et à forte dose, ce sont des effets dépresseurs qui dominent, avec une perte de la sensibilité, une hypothermie, une hypolocomotion, on a une espèce d'anxiété qui apparaît chez les personnes et les animaux, une altération de la mémoire de travail, voilà, ça ce qui est classique. Alors, ce produit, quand on regarde vraiment très à fond les dossiers, on s'aperçoit, bon, c'est pas des jugements de valeur, hein, mais qu'en fait c'est une molécule qui paraît peu active, enfin comparativement peu active, puisqu'elle agit au niveau micromolaire et que la plupart des autres dérivés qui ont été développés agissent au niveau nanomolaire, c'est-à-dire au moins 1000 fois plus. Et par exemple, la concentration qui inhibe voilà, à 50% l'enzyme est 240 fois plus forte avec le BIA que pour un composé de Pfizer, par exemple. Donc c'est un produit qui est peu actif. C'est une molécule qui paraît, alors elle devait être développée comme traitement de la douleur, elle est peu efficace comme analgésique, et 2 tests ont été pratiqués chez la souris, bon pardon pour ceux qui nous prennent pour des bourreaux. Le premier, c'est l'injection de formol dans les coussinets de la patte arrière de la souris. Donc c'est un truc extrêmement douloureux, on injecte un produit agressif dans quelque chose qui est assez sensible. Et donc il y a un score de léchage, la souris essaie de se calmer en léchant sa patte. Et là, on voit une chose assez bizarre, c'est que bon, c'est assez classique pour les produits de cette classe, mais il n'y a pas d'efficacité tellement différente entre 0,3, 1 et 3 mg par kilo, c'est-à-dire un ratio de dose de 10. Et surtout, on voit que, quelle que soit la dose, ce produit est d'efficacité inférieure à son comparateur qui était la gabapentine, qui n'est pas non plus un killer, hein, c'est un produit efficace, enfin qui n'est pas, c'est pas la morphine. Et ça, de façon intéressante, cette information a été supprimée de la brochure investigateur, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le document que Porsolt a réalisé pour Bial. Et quand ils reproduisent la figure pour la brochure investigateur, la gabapentine a disparu, sans doute pour ne pas montrer que leur produit était moins efficace. Alors ça c'est un petit peu ennuyeux parce que je suppose que le centre de CPP juge l'intérêt de laisser, mais le juge ne va pas se reprendre pendant 6 mois tous les dossiers, entre autres sur la brochure investigateur, qui est quand même un gros document, hein, une centaine de pages, et là il ne voit pas cette information qui est assez importante. Puis un deuxième test de brûlure de la queue de la souris, où on voit qu'à 10 mg, on n'a pas non plus une efficacité très forte. Enfin, bon. Ça nous amènera à une des recommandations du groupe. Ensuite, c'est des molécules assez peu spécifiques. Il y a une molécule spécifique se fixe sur l'enzyme cible et théoriquement ne va pas ailleurs. Or là, on n'est pas très rassuré, puisque là encore, sans faire de la publicité pour Pfizer, j'en ai aucune envie, mais si on compare avec ce fameux dérivé PF 0445, on voit que si on augmente de 50 fois ou 100 fois la dose, on arrose avec le BIA d'autres enzymes, c'est-à-dire se fixer dessus et inhiber d'autres enzymes, alors qu'il faut multiplier par 14 000 fois la dose pour que ça se produise avec le Pfizer. Donc on a une marge de spécificité
qui est beaucoup plus faible qu'avec les autres composés. Ensuite, il y a une autre caractéristique qui saute aux yeux et qui n'est pas inintéressante pour interpréter l'accident, c'est que le pourcentage d'inhibition de l'enzyme, quand on augmente la concentration, normalement on a des courbes concentration-effet qui sont des sigmoïdes, disons. Et là, ça augmente, c'est presque à front raide. On passe très rapidement, et ça c'est très inhabituel, très rapidement de 0 à moins de 10% d'inhibition à 100%. Donc on appellerait ça a posteriori une molécule assez peu maniable. Ensuite, on note une inhibition très prolongée de l'enzyme par le liant, qui dure au moins 24 heures et qui nous avait fait, d'abord aussi en regardant la structure, la qualifier de bloquant irréversible de l'enzyme. Le laboratoire a protesté. Bon, on a dit que ça s'apparentait à un bloquant irréversible. Ensuite, il y a une chose très importante, c'est que si on regarde ce qui se passe chez l'animal et qu'on extrapole à l'homme, la dose qui devrait bloquer l'enzyme, inhiber l'enzyme chez l'homme serait 10 à 40 mg. En fait, dans les mesures qui ont été faites sur les volontaires de Rennes, on s'aperçoit qu'on obtient déjà une inhibition de 50% de l'activité de l'enzyme pour 0,25 mg et pratiquement 100% pour 5 mg. Donc en fait, l'homme semble 10 fois plus sensible à l'effet de l'efficacité, je veux dire, pharmacologique de cette molécule que les 4 espèces qui ont été testées. Et ça c'est très important parce qu'on va le voir, c'est que ceci aurait dû entraîner probablement de revoir à la baisse les doses qu'on voulait tester. Bon, après il y a 9 métabolites, on s'en fiche un peu, enfin on s'en fiche peut-être qu'il y en a un qui a joué un rôle, et ensuite il y a une pharmacocinétique, c'est-à-dire la persistance, enfin l'évolution des concentrations dans les tissus et dans le plasma, qui devient non proportionnelle, c'est-à-dire qu'au début les concentrations sont proportionnelles à la dose, si je la double, les concentrations doublent, et là on voit comment ça augmente beaucoup plus vite. Et ça se produit à une dose qu'on peut estimer entre 40 et 100 mg chez l'homme. Donc on commence à apercevoir finalement la clé du mystère en regardant bien la pharmacologie de cette molécule. Alors le laboratoire a fait faire des études de toxicologie chez 4 espèces et avec très rapidement quelque chose d'intéressant, c'est que chez le chien, la mauvaise tolérance a amené à baisser les doses parce qu'il y a des essais 1 mois et des essais 3 mois. Et donc la mauvaise tolérance était telle qu'ils ont pensé qu'aux plus fortes doses, évidemment, on va aller voir ces doses considérables, mais ils ne tiendraient pas 3 mois, tous les chiens seraient morts, donc ils sont revenus, ont rebaissé les doses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça s'appelle une down titration. Chez le singe, pour des raisons que nous n'avons toujours pas comprises, bien que Yann nous l'ait expliqué, il y a eu une up titration, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé l'étude long terme en donnant tout de suite la dose à tester, mais ils y ont été progressivement, vous voyez, pour s'assurer de la bonne tolérance. Et si on regarde en gros les données de toxicologie animale, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains médias, je pense qu'il n'y a pas de signal réellement spécifique qui permettait de dire ça va faire un drame chez l'homme, ou il y aura une toxicité neurologique, etc. Mais si on compare à d'autres produits de la classe, c'est un produit moyennement toléré, c'est-à-dire qu'il donne plutôt plus de toxicité que d'autres. Il y en a même un qui en a donné tellement peu qu'on n'a pas pu déterminer la dose sans effet. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la Noël. Alors bien sûr, on va arriver bientôt à Noël, mais ça veut dire en fait No Observable Effect Level. C'est-à-dire c'est la dose maximale que l'on peut administrer, alors soit tous les jours, soit sur 1 mois, soit à 3 mois, sans avoir d'effet toxique apparent. Alors vous voyez une chose qui est très curieuse, là aussi ce produit est vraiment très bizarre, c'est que c'est normalement le singe, théoriquement, c'est celui qui nous ressemble le plus. Enfin, depuis que Christophe m'a appris qu'on avait 70% de génome commun avec le ver de terre, je ne sais pas ce qui nous ressemble le plus, mais le singe, théoriquement, c'est ce qui est le plus proche, vous voyez.
Et vous voyez que là, la dose à 3 mois, sans effet, est de 75 mg par kilo, bien plus élevée que chez la souris, 25, ne parlant pas du rat, 10 mg, ou chez le chien, 20. Donc en fait, assez curieusement, c'est le singe qui supportait mieux cette molécule. Alors 64 mg par kilo, c'est considérable, hein, parce que l'accident de Rennes est arrivé à 50 mg. Donc là, 75 multiplié par 60 à 65, oui, ou plus. Donc, kilos. Alors, a priori, selon ces données, c'est un calcul très compliqué, il n'était pas illogique de vouloir a priori tester jusqu'à 100 mg chez l'homme. Puisque théoriquement, on se sert de la Noël et on fait une espèce d'hyperéquation pour convertir l'animal à l'homme. En gros, c'est pas uniquement le poids, hein. Il y a des histoires de métabolisme, et on tombe sur 96 mg, donc en soi c'était correct. Sauf que les données qu'on a vues auraient dû amener à réajuster à la baisse ceci. Alors, ça a donné lieu, évidemment, dans une presse, énormément d'interprétations où on nous dit, alors des choses absolument absurdes. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant « Bernard, étiez-vous au courant qu'il y a eu des effets chez le chien ?» Ben oui, c'est une toxicologie, a priori c'est fait pour ça. Et donc après, oui, il y a des chiens qui tremblaient, ou des chiens qui étaient anxieux. Je dis oui, c'est un effet pharmacologique. Quand vous montez les doses, le cannabis, au début il vous calme, mais après il est anxiogène, une hypolocomotion, une hypothermie, les chiens ne se nourrissent plus, etc. Donc là-dessus, il faut faire attention à ne pas confondre effet pharmacologique, effet qui est l'expression des propriétés de la molécule, des effets toxiques qui sont cette fois-ci aspécifiques. On prend les vomissements, enfin, que si on prend à peu près n'importe quoi en forte dose, on va vomir, on peut avoir un arrêt cardiaque ou autre, et puis ce qu'on appelle des lésions. Et là, il y a une confusion entre le fait que c'est un chien vomi et donc il a eu des lésions neurologiques. C'est une interprétation quand même assez hasardeuse. Alors, dans ces données de toxicologie, c'est un protocole classique, hein, 40 organes, alors les animaux sont sacrifiés, 40 organes sont examinés macroscopiquement et puis microscopiquement, et on voit en gros 3 cibles. Une cible neurologique, bon, qui n'est pas en soi extrêmement surprenante, une cible pulmonaire, on va le voir chez les chiens, et puis des atteintes des gamètes, en particulier sur les spermatozoïdes. Et on lit quand même que plusieurs animaux ont dû être sacrifiés for ethical reasons. Alors évidemment, c'est pour des doses très fortes, puisque ça s'est survenu, je crois que c'est 4 à 60, 125 et 250 mg kilo lors de l'étude 3 mois, parce que là, c'était en tel état de cachexie que ça n'était plus correct de poursuivre, et ça correspondrait à des doses équivalentes humaines de 34 à 78 mg par kilo. Donc il faut multiplier par 65 pour avoir, donc c'est là des doses considérables. Alors, qu'est-ce qu'on a observé chez les chiens? Il y a eu des bronchopneumopathies, là encore, qui ont été reprises dans la presse, qui sont en fait des alvéolites aiguës focales et multifocales. Et donc il a été dit par un média que les chiens c'était la preuve qu'il y avait des troubles neurologiques, parce qu'ils avaient fait des fausses routes et qu'ils avaient des glutis dans leurs bronches, etc. Les toxicologues du groupe, qui étaient 2, dont un au moins, enfin les 2 sont hyper compétents, et un voilà, et au niveau de la société européenne, disent que ça ne donne pas du tout ce type d'image, et du fait que nous on a dit, ben on ne sait pas. Alors on s'est dit, tiens, il y a des récepteurs CB1 au niveau des poumons, est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme là, est-ce qu'il peut y avoir ceci ou cela, donc on n'a pas tranché. Alors, les gens disent, ah, ils n'ont pas tranché, donc ils cachent quelque chose. Ensuite, il y a eu des infiltrations par cellules inflammatoires, entre autres au niveau des hippocampes. Je le mets par honnêteté, parce qu'on va voir que sur les volontaires atteints, il y a eu au niveau des hippocampes. Chez 3 animaux, mais à des doses évidemment là considérables, 500 mg par kilo, ça on va dans le assez loin, mais enfin quand même, et des dystrophies de la médula oblongata, qu'en fait c'est le bulbe rachidien, que l'on voit là aussi des doses très fortes, et œdème voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu, des cellules du plexus de Meissner dans l'intestin, chez le singe. Voilà. Alors, pour
non, c'est bon, je vais pas vous être trop endormi, mais le protocole d'essai clinique était multiple. C'était un protocole, en fait, qui visait à plusieurs choses. D'abord, d'examiner la toxicité de la molécule dans des doses croissantes, mais en dose unique. Et là, ils ont testé 0,25, ce qui est très prudent, hein, c'est en gros un 400e de la dose de la Noël qu'ils avaient calculé, jusqu'à 100 mg. Donc là, il y avait 8 cohortes de 8 volontaires, chaque fois 6 qui recevaient le produit et 2 placebos. Après, il y avait la fameuse séquence MAD, c'est-à-dire que là, c'était des volontaires, pareil, 6 cohortes de 8 volontaires, donc 2 Vérum, 2 placebos. Ils ont testé 2,5, 5, 10, 20, 50, c'est là où est arrivé l'accident, et 100. Et donc, ça devait être 10 jours d'administration quotidienne successifs. Et donc, les volontaires étaient maintenus 15 jours pour les bilans avant-après au centre biotrial. Donc, en gros, ils sont payés évidemment pour ça, mais ils séjournent dans cette espèce de centre hôtelier pendant 15 jours en étant surveillés, etc. Donc, c'est assez lourd. Et vous voyez tout de suite quelque chose qui saute aux yeux, c'est que pour les mathématiciens, on a au début une progression géométrique de raison 2, c'est-à-dire qu'on double les doses. Et après, entre 20 et 50, il y a une augmentation par un facteur 2,5. Et après, encore 2. C'est très bizarre, enfin, c'est quelque chose qui se fait, qui n'est pas interdit. Hein. Donc là encore, on sera en permanence entre... rien dans cet essai n'a été fait contre la règle, mais plusieurs choses quand même contre la raison, ou contre le bon sens. Quand on teste une molécule, que l'on augmente de 2 ou même de 3 en tout début, quand on est très loin de ce qui pourrait être dangereux n'est pas du tout choquant, mais accélérer vers la fin est quand même surprenant. Après, ensuite, il y avait le troisième essai, qui est une interaction avec l'alimentation, qui devait être programmée après la MAD et qui n'a pas eu lieu, puisqu'évidemment, l'essai a été interrompu. Non, excusez-moi, elle a eu lieu avec 12 volontaires, et c'est l'essai de pharmacodynamie sur la douleur qui n'a pas été réalisé. Alors, les critères d'arrêt sont pas, c'est pas bénin, puisqu'ils exigeaient la présence d'une intolérance notable chez 4 volontaires d'une même cohorte. Alors, ils disent 50%. En fait, comme il n'y a que 6 qui reçoivent le produit, ça fait 67% d'une même cohorte. C'est quand même un critère qui n'est pas, paranoïaque. Hein. Voilà, la partie SAD s'est déroulée sans problème apparent, en tout cas du 9 juillet au 9 octobre. La partie MAD a débuté juste au même moment et s'est interrompue dramatiquement le 11 janvier. Et au total, 90 volontaires ont été exposés à la molécule bien. Alors, quel point ont noté le CSST dans l'analyse du protocole et des données? Alors d'abord, il s'agissait d'une molécule, alors ça c'est fréquent, mais c'est quand même ennuyeux, d'une molécule agissant sur le système nerveux central, et on ne trouve aucun test neuropsychologique, soit pour l'inclusion, soit pour la surveillance. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait détecter soit des facteurs de risque sur ce plan-là, soit l'apparition de quelque chose neurologique ou psychiatrique qui pourrait alerter. Alors là, on a tout sur le cardiovasculaire. C'est un peu la défiance et même le mépris de la chose psychiatrique par la médecine en général. C'est qu'on vous fait beaucoup de biologie, mais là on teste une molécule qui est censée traiter l'anxiété, qui pourrait traiter l'anxiété, qui traiter la douleur, et il n'y a aucun bilan. Ensuite, on note plusieurs facteurs de risque chez les volontaires inclus. Alors, en soi, si on est statisticien ou homme de santé publique, ça nous plaît. Ça veut dire que l'essai a recruté des gens plus proches de la réalité. Ceux qui, normalement, on prend des gens, des ariens absolus, délivrés de toute maladie, génétiquement semblables, ne fumant pas, etc. Bon, là, il y avait des gens qui étaient quand même qui étaient même dans le domaine du surpoids affiché, mais ça c'est pas tellement ça, mais il y a des gens qui avaient des troubles, qui avaient des espaces sculptés à l'électrocardiogramme qui étaient au-delà de la normale. Bon, on sait que beaucoup d'essais peuvent entraîner un trouble d'urine, etc., etc. Et surtout, il y a cette histoire de la FA, c'est-à-dire qu'on trouve que, en fait, la molécule inhibe
cette enzyme a une dose chez l'homme 10 fois plus faible que chez l'animal. Alors il était logique de tester 100 mg sur les données animales, mais une fois qu'on savait ça, ça devenait beaucoup moins logique. Pourquoi vouloir maintenir 100 mg? C'est-à-dire, si on admet que on a 100% d'inhibition à 5 mg, ça veut dire une dose plus de 20 fois supérieure à celle qui inhibe totalement l'enzyme. C'est quand même beaucoup et inhabituel pour ça. Ensuite, il y a cette escalade géométrique des doses avec cette augmentation de 20 à 50 qui évidemment a été pointée. Ensuite, l'administration, bon ça se fait tout le temps, mais c'est parce que l'administration simultanée de la dose aussi volontaire d'une cohorte. Et ensuite, il y a quelque chose de ça qui se fait aussi souvent, que l'on comprend, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter, que pour gagner du temps, si j'ose dire, pour pas que ça soit trop long, quand ils commencent une cohorte d'administration multiple, ils ont les résultats de la pharmacocinétique et de la biologie, non pas de la cohorte juste avant, mais de la cohorte N-2. Par exemple, là, ils avaient les données de la cohorte 10 mg quand ils ont débuté à 50 mg. C'est un peu gênant parce que si la pharmacocinétique devient non proportionnelle, c'est-à-dire tout d'un coup les concentrations augmentent comme ça, vous voyez, il aurait mieux valu s'en apercevoir. Vous voyez, à 10 mg, on ne le voyait pas. Voilà. Alors, pour aller très vite et finir donc, dans 10 minutes, le tableau clinique présenté par les volontaires atteints de la cohorte numéro 5 est absolument dramatique bien sûr, mais stupéfiant, et ne sera, comme c'est marqué en fin de ce tableau, ne se rapprochant absolument de rien de connu. Donc on a eu sur une seule cohorte un volontaire en état de mort cérébrale et 4 volontaires symptomatiques, dont 2 conservant des séquelles. Alors ce qui est très curieux, c'est une symptomologie purement neurologique et purement centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu en périphérie, de déficit, de paresthésie, de ce qu'on voudra, et rien d'extra neurologique, vous voyez, sur le plan cardiovasculaire, digestif ou autre. Aucune anomalie biologique, le bilan a été complet, ni métabolique apparente, donc quelque chose de vraiment purement cérébral, enfin neurologique et cérébral. Et à l'IRM, des anomalies tout à fait inédites, bilatérales, ce qui est très rare, et symétriques, touchant entre autres les hippocampes et le pont, et similaires chez les 4 volontaires, qui pourraient ressembler à une rhombencéphalite, mais ça n'en est pas du tout une, mais qui évoque quelque chose de jamais vu, mais évidemment quelque chose de toxique pour avoir cette répartition ubiquitaire. Alors, ça c'est dans le Figaro, où ont été repris avant l'apparition du New England Journal of Medicine. Les journalistes sont forts quand même, les IRM des 5 volontaires. Et donc, le 3 novembre, Gilles Edan, qui est le neurologue du CHU de Rennes, a publié lui-même tout le récit neurologique des examens cliniques et les IRM que vous avez vus, là, je ne les reproduis pas là, mais dans le New England, puisque dès le lendemain de l'accident, le New England, dans les jours qui suivaient, contactez Gilles Edan en disant si vous voulez bien nous écrire un article, nous l'acceptons. Et tout médecin assez enclin de répondre oui quand il y a une proposition du New England. Voilà. C'est sûr que, parce que le New England se bat quand même pour son citation index, et je pense ça c'est évidemment un bon papier pour être cité, ne serait-ce que par les gens qui vont dire je ne suis pas d'accord, ou ceci, ou la rhombencéphalite de type machin chez les Africains de l'Ouest pourrait ressembler à ça, etc. Donc ça incrémente à chaque fois les choses. Voilà. Alors, et les autres volontaires. Alors on a vu que 90 volontaires ont reçu le produit, donc 48 en dose unique, mais ils sont allés jusqu'à 100 mg. Il n'y a pas eu d'hospitalisé, ni de symptômes apparemment notables. 30 dans la partie MAD, hormis ceux qui ont eu l'accident, et 12 à 40 mg dans la partie alimentation. Alors il y a bien sûr des symptômes chez les autres volontaires, mais aucun qui n'évoque évidemment ce qui se passe chez les 5 du drame. Alors là, il y a 2 choses qu'il faut noter, c'est que, c'est comme ça, c'est très compliqué d'écrire les rapports. Au début, dans leur première réunion, et le premier rapport intermédiaire, il y avait 2 volontaires
qui avait eu des visions, alors il y a marqué Blurred Visions, et moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais noté diplopie, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire c'est un sens neurologique très précis. Et c'est deux volontaires du reste de la même cohorte, 10 mg, et qui étaient dans la même chambre. Je ne dis pas qu'il y a un lien, mais finalement, sur l'intervention des neurologues justifiée, dans la dernière version, on a mis vision trouble, parce que ça peut être une hypotension orthostatique, les sujets se lèvent, bon, etc. On parle que ça a persisté quand même, qui n'est pas tout à fait le cas des orthostatiques. Et alors là, évidemment, que n'avais-je fait? C'est-à-dire que dans la presse, dans une presse, on a dégradé volontairement le diplopie en vision trouble pour cacher que... Et il se trouve qu'effectivement, il y a eu, après, on le voyait ensuite, dans les IRM qui ont été faites chez tous les autres volontaires, on trouve un incidentalome, c'est-à-dire une chose qui n'a rien à voir, enfin, vous découvrez par hasard, mais qui n'a évidemment rien à voir avec ce terme est curieux, mais il est consacré en imagerie. Et puis une séquelle d'AVC de l'artère, de la pica, de l'artère cérébrale postérieure, qui a été découverte après la remise du rapport. C'est un des volontaires de la cohorte 10 mg qui a présenté cet accident vasculaire cérébral, visiblement asymptomatique, puisque rien n'a été noté, il n'y a pas eu de grand vertige, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais voilà, c'est net. Alors ce qui est compliqué, c'est que la datation est évidemment impossible au jour près, mais probablement c'est entre 1 et 3 mois avant l'IRM qu'on lui a passé, et ça inclut la période dans laquelle il était arrêté. Vous voyez bon, la complexité. Bon, alors après ça peut être incident, c'est-à-dire que ça peut avoir aucun rapport, ça peut en avoir un à la limite, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec la symptomatologie présentée par les 5 autres qui n'ont absolument rien à voir avec un AVC. Bon, voilà. Donc voilà ce qui a été vu. Donc chez les autres, il n'y a rien qui vaille le coup. Donc voilà, hormis ceci, on ne trouve rien de notable. Alors j'ai mis diplopie douteuse chez les autres. Et donc le fait que ça se soit produit uniquement chez ceux qui ont reçu le produit plusieurs fois et à 50 mg évoque évidemment un basculement brutal, quelque chose qui craque dès lors qu'on a atteint une certaine concentration dans les tissus cérébraux. Et les conclusions du CSST ont été que, bon, que c'était un effet lié à la molécule et à l'administration répétée. Alors, je ne vous dis pas là encore, le fait d'avoir écrit que c'est lié à la molécule, un des médias ayant parlé de M. de la Palisse qui devait rire dans sa tombe. Alors c'est bon, du coup, j'ai eu honte d'avoir rédigé ça comme ça, mais d'un autre côté, l'instruction judiciaire s'est servie de ça pour ouvrir, vous voyez, en disant, mais donc, il y aura, on va aller au pénal, et ce qu'ils disent, le CSST écrit que c'est lié à la molécule. Et donc eux, ils ont pris dans l'autre sens, en disant, pourtant, c'était une affirmation bienvenue. Et en probablement une sommation de facteurs de risque, puisque l'on a une molécule peu spécifique qui a beaucoup de chances, quand on augmente les doses, ou quand les doses s'accumulent, d'aller sur bloquer d'autres enzymes. Une dose maximale à tester probablement trop forte, c'est-à-dire qu'on aurait dû la réajuster à la baisse. Une progression des doses, non, enfin, j'ai mis non prudente, bref, quand même qui fait des sauts de 2 puis de 2,5. Une cinétique possiblement non proportionnelle, un programme de dose non réajusté en fonction des données disponibles ou ayant dû être disponibles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un effet endocannabinoïde, ça ne ressemble en rien. On connaît très bien la toxicité du THC, des autres produits, mais à des doses même considérables. A priori, ça ne peut pas entraîner ça ni chez l'animal ni chez l'homme. Donc probablement, c'est que le BIA est allé bloquer ou se fixer sur d'autres structures, et probablement c'est lié à une accumulation progressive jusqu'à un seuil déclenchant, et là il y a une bascule. Et donc les mécanismes que l'on discute dans le rapport, essentiellement c'est une fixation sur d'autres hydrolases, et voilà, ou
une toxicité d'un groupe chimique qu'on appelle l'imidazole, de cette molécule, et dès que les chimistes ont vu ça, avant qu'on discute de ça, ils ont dit celle-là, elle perd son imidazole quand elle se fixe. Et ça peut avoir une toxicité sur des protéines qui jouent un rôle très important dans les échanges de la barrière hémato-encéphalique. Et si on regarde la répartition, ça a quand même un sens assez fort. Voilà. Alors, comme on n'a pas trop le temps, mais je vais quand même le faire, voilà, très rapidement, le CSST a fait 6 recommandations. Pourquoi 6? Parce que d'habitude on en fait 7. C'est le chiffre biblique qu'on ne voulait pas être critiqué avant qu'on en avait eu. Quand je plaisante. La première, évidemment, pour l'instant, peut paraître angélique, mais qui n'a aucune chance d'aboutir, rassurez-vous, mais on tenait à le dire, c'est qu'un médicament est développé avec un objectif final d'utilité. C'est-à-dire que là, on se dit que développer un produit qui, en fonction de ce que l'on voit de la pharmacologie animale, n'a pratiquement aucune chance de devenir un jour un médicament utile, nous paraît critiquable et ne devrait plus être autorisé. C'est-à-dire que si vous regardez les dossiers précliniques qui sont déposés au niveau mondial, vous avez de la chimie structurale, de la pharmacocinétique animale, de la toxicologie, de ceci. Tout ce qui pourrait accréditer l'utilité ou l'efficacité future de la molécule sur des modèles animaux est en général très petit. Et ça doit être un prérequis, parce que pourquoi sacrifier, c'est 4 000 € le singe par exemple, hein, vous voyez, ou la souffrance animale, ou exposer des volontaires, quelque chose qui est toujours un risque pour un médicament, on n'était même pas sûr qu'il puisse servir à quelque chose, qui dans ce contexte était d'autant plus coûteux que 6 de molécules de la même classe avaient été abandonnées pour inefficacité thérapeutique. Vous dites, commençons par nous assurer que ça peut marcher, et après on y va. Donc c'était notre première recommandation, 0 chance d'aboutir, hélas, car nous ne sommes pas dans un monde idéal. Deuxième recommandation, un produit qui agit sur le système nerveux central, pour le bilan pratiqué pour la sélection, l'inclusion et le suivi, il aurait dû avoir une évaluation neuropsychologique avec un entretien clinique et au moins des tests cognitifs pour identifier rapidement les sujets à risque ou repérer précocement une survenue de modification de comportement. Là, il n'y avait rien, ça ne me paraît pas normal. Ensuite, bien que ça soit entre les lignes dans les recommandations internationales, et même que ça soit dit, mais c'est pas dit comme il faudrait que ce soit dit, pour être clair, tout protocole de l'administration à l'homme devrait prévoir de réajuster la dose maximale à tester, qui est extrapolée des données animales en fonction des données humaines, parce qu'il n'est pas impossible, la preuve, ça c'est vu ici, qu'on ne soit pas du tout dans la même gamme. Quatrièmement, alors là aussi c'est un vœu pieux voilà, de rêveur, mais voilà, le monde sera meilleur si on laisse les rêveurs s'imposer. C'est la recherche de sécurité maximale des volontaires doit primer sur toute considération d'ordre pratique, économique ou réglementaire. Alors évidemment, quand on parle avec les gens qui font des essais de phase 1, et il y en a ici, ils vous disent il y a une contrainte de temps. Mais nous avons calculé avec des pharmacocinéticiens faisant des essais cliniques que si on avait exigé 1-1 pour la MAD au lieu d'1-2, ça a été valable que pour les doses les plus fortes. Vous voyez, c'est là où ça commence à devenir un peu à risque. Ça rallonge 3 semaines au total l'essai. Qu'est-ce que c'est que 3 semaines par rapport à souvent des années de développement et par rapport à une sécurité. Donc je pense que ça devrait être imposé. La chronologie des différentes cohortes également doit permettre de disposer des paramètres pharmacocinétiques du palier de dose immédiatement précédent. La 5, alors ça aussi c'est que la stratégie d'escalade des doses, au point international, rien n'interdit de faire une géométrie, voire même une géométrie qui s'accélère vers la fin au fur et à mesure qu'on approche de la zone à risque. Ce qui paraît stupide, mais c'est comme ça. Puisqu'on peut avoir des progressions de type arithmétique, géométrique, Fibonacci, etc., qui Fibonacci étant quand même plus raisonnable. Puis c'est le nombre d'or. Alors, on lit dans les documents de l'Agence européenne que l'augmentation des doses doit être prudente
prenant en compte les facteurs de risque identifiés dans les études non cliniques. Ben justement, oui, c'est d'accord, mais c'est pas suffisant, puisque là, déjà, ils auraient dû aussi regarder les données cliniques, puisqu'on voyait que la dose inhibant l'enzyme chez l'homme n'était pas du tout celle de l'animal. Et donc, dans ce cas ici, le facteur déclenchant peut être le choix d'une dose attestée trop forte, qui n'aurait pas été maintenue en fonction des nouvelles données recueillies chez l'homme. Et aussi d'une progression de dose trop raide dans la zone potentiellement à risque. Donc on recommande, alors ça peut-être que l'EMA qui travaille dessus a l'air de vouloir le faire, que les progressions de type géométrique soient dans la mesure du possible évitées, ou du moins que leur raison, le facteur multiplicateur, soit réduit en fin de progression, parce qu'il vaut à Fibonacci, si j'ose dire. Oui, on peut faire du géométrique au début, puis après faire des facteurs en 6 ou en 3, ou y aller. Et enfin, alors là encore, demandant l'impossible, il n'y a pas d'accès aux données de phase 1, parce que c'est couvert par le secret industriel. Dans le cas précis, il a fallu que nous agissions pour avoir des données d'autres inhibiteurs de la FA pour pouvoir comparer justement ce qui se passait chez l'animal et ce qui se passait chez le volontaire, pour voir si on était un peu au-dessus, pareil, ou au-dessous. Et le fait que ça ne puisse pas être accessible est quand même, complique quand même la tâche, je pense, des gens qui évaluent. Et puis c'est également peut-être quelque chose qui est dû à la société, parce que je ne suis pas sûr, bon là évidemment on a eu le drame de Rennes, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours aussi bien passé qu'on le dit, et le drame anglais, mais peut-être qu'il y a des choses qui s'arrangent à l'amiable, comme on dit, et qui seraient intéressantes de connaître, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est fini. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci.